Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de 3 comportements qui désactivent l'attachement d'un homme de manière nette, instantanée. Et c'est peu dire parce que les hommes sont généralement assez cool. Il y a assez peu d'attitudes rédhibitoires chez les femmes qui vont vraiment les repousser à tout jamais. Mais il faut qu'on parle de ces 3 comportements-là. C'est important que vous soyez au courant, c'est important que vous puissiez vous en prémunir ou pas d'ailleurs, mais je veux dire que vous connaissiez mieux en tout cas la psychologie masculine. Et c'est particulièrement vrai chez les hommes évitants, qui, vous le savez, ont un seuil d'activation ou de désactivation affective qui est beaucoup plus basse que la moyenne. C'est un peu comme s'ils étaient là aux aguets, ils attendaient le moindre truc, ils étaient à l'affût du moindre comportement qui allait tout désactiver, quoi. Ah oui, j'avais raison. Bah, alors justement, j'avais raison. C'est pas quelque chose de cérébral. Vous allez voir, c'est quelque chose instantané et qui contourne toutes les formes de discussion cérébrale autour de la question de est-ce que je dois rester ou pas avec elle, est-ce que machin, est-ce qu'elle est bonne pour moi. C'est au-delà de ça en fait. C'est au-delà même du ressentiment ou de la rancune. Ça le dépasse. Vous savez, quand on est amoureux ou amoureuse, hein, quand vous êtes amoureuse, on va parler de vous, vous avez une image d'un homme dans votre tête, l'image, prenez votre mec là qui vous a mené à cette chaîne YouTube, mesdames, hein, je vous vois. Imaginons, vous prenez, on va l'appeler Franck, voilà, Franck, bah vous pensez à Franck, pensez à votre homme, peu importe son prénom. Il y a forcément un adjectif amélioratif qui vient lorsque vous pensez à lui, vous l'imaginez peut-être beau, ça peut être une image, ça peut être un son de sa voix, ça peut être une odeur, son odeur, ça peut être un moment que vous avez vécu ensemble, un souvenir, ça peut être une action, un comportement qu'il a eu, peu importe. En tout cas, vous pensez, il y a une image qui est plutôt positive, en tout cas valorisante pour lui. Et cette image, c'est elle qui maintient le sentiment amoureux que vous avez pour lui ou l'obsession amoureuse dans le pire des cas. Les hommes, c'est pareil, évidemment, on a cette image en nous lorsqu'on a une femme pour laquelle on a des sentiments. Cette image-là, gardez-la, écoutez-moi bien parce que c'est vraiment important pour comprendre cette désactivation instantanément de l'attachement. Là, je vous explique le mécanisme. Cette image-là, elle peut être remplacée instantanément. C'est-à-dire que pendant des années, on peut avoir cette image dans la tête, une image positive de sa femme, de sa partenaire. Et puis d'un coup, boum, il y a un comportement, il y a une attitude, il y a eu un truc, il y a eu une action de la part de la femme qui fait voler aux éclats cette image et qui la remplace automatiquement par une nouvelle. Parce qu'elle est plus prégnante émotionnellement. Parce qu'elle est considérée par le cerveau comme une information beaucoup plus urgente à traiter pour la survie de cet homme. La survie ou la reproduction. Parce que n'oublions pas, mesdames, que nous sommes des machines à survivre et à se reproduire aussi. Nous sommes conçus pour cela. Je ne dis pas que ça veut... Observation n'est pas prescription. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'on doit faire. On n'est pas là à se penser toute la journée survie, reproduction. Je dis juste que biologiquement, nous sommes des mammifères conçus pour cela. Le premier comportement qui coupe net l'attachement d'un homme, vous l'avez peut-être deviné, vous pensez probablement à la tromperie sexuelle et vous auriez raison. C'est effectivement le premier comportement. Pourquoi ? Tromperie sexuelle, c'est connu, c'est quelque chose de terrible pour les hommes comme pour les femmes. Sauf qu'en fait, chez les hommes, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que chez les hommes sont programmés pour être particulièrement vigilants à la tromperie sexuelle. Là où les femmes sont un peu plus vigilantes sur la tromperie émotionnelle, elles sont plus sensibles aux signes de tromperie émotionnelle. Lorsqu'un homme voit une femme avec un autre homme, prenons le cas extrême, lorsqu'un homme voit sa femme nue avec un autre homme dans un lit, il y a un court-circuit qui se crée en fait. Court-circuit du cortex préfrontal, on raisonne plus correctement, amygdale qui est en alerte, insula, toutes les zones du cerveau associées aux émotions fortes et négatives, aux sentiments d'alerte et de menace, tout cela est activé. Il y a toute une cascade d'événements neurochimiques dans la plasticité du cerveau qui font que cette image-là remplacera à tout jamais l'image qu'il avait de vous. Et ce sera impossible de l'effacer, cette image. Impossible. Et en fait, elle passe au-dessus de la pile. C'est une question de hiérarchisation. On peut garder une image d'une personne, quand on l'imagine, on pense, voilà, le prénom est associé
à une certaine image. Et puis d'un coup, il y a ce comportement qui va avoir un effet électrochoc et qui va instantanément remplacer l'image. Et cette image-là, elle va s'imprimer de manière indélébile dans l'hippocampe, dans la mémoire de cet homme. Parce que pour les hommes, la tromperie sexuelle, c'est une des choses sur lesquelles ils sont le plus vigilants. Parce que l'évolution a favorisé, a privilégié les hommes qui étaient plus méfiants que les autres vis-à-vis de la tromperie sexuelle. Pour une raison assez simple, c'est que les hommes qui étaient plus méfiants avaient plus de probabilité de transmettre leurs propres gènes et d'élever leurs propres enfants. L'homme n'a aucune certitude que l'enfant qui sort du ventre de la femme soit bien le sien. La femme, c'est sûr, on ne peut pas se tromper de mère. Pour l'homme, c'est plus difficile. Et là, vous vous dites peut-être, ça tombe bien parce que moi, j'ai jamais trompé mon mec, je ne compte pas le tromper, il me verra jamais au lit avec un autre homme. Sauf qu'en fait, ça peut être beaucoup plus nuancé que ça, beaucoup plus subtil. Il peut y avoir des signes, des marqueurs subtils qui peuvent activer cette réaction. Alors peut-être pas de manière aussi intense, mais qui peuvent provoquer des effets similaires. En fait, il y a certains comportements qui pourraient laisser penser à un homme qu'il y a une forme de mini-trahison sexuelle. Des hommes peuvent se sentir trahis sexuellement à partir de certaines choses que vous pourriez leur dire, à partir de certaines images, beaucoup moins fortes que vous au lit avec un homme à poil, mais qui peuvent activer le même mécanisme électrochoc. Boum, je remplace l'image, bam. Exemple, si un homme en vient à vous imaginer, cette fois on n'est pas dans le réel, on est dans l'imagination, à vous imaginer avec un autre homme dans un cadre sexuel, ça pourrait activer ça. Ça pourrait activer cette nouvelle image de vous avec un autre homme. Et il n'arriverait même plus à se débarrasser de cette image. À chaque fois qu'il pensera à vous, il vous associerait à cette nouvelle image. Et là, c'est plus fort que lui, c'est au-delà de sa volonté. Il n'arriverait pas à rester attaché à vous. Il y a des choses qui, dans le discours d'une femme, pourraient faire s'imaginer cela dans la tête d'un homme. Alors, il y a des hommes avec plus d'imagination que d'autres, ça je vous l'accorde, on n'est pas tous égaux, tous les hommes ne sont pas pareils, tous les hommes n'ont pas le même seuil de désactivation affective, tous les hommes n'ont pas le même seuil de sensibilité à cette forme de trahison sexuelle, ce qu'ils pourraient interpréter comme tel. Mais il faut être au courant de ça. Les hommes sont beaucoup plus sensibles vis-à-vis de ça. Parce que pour les hommes, d'un point de vue évolutionniste, c'est beaucoup plus dangereux, c'est une information qui nécessite beaucoup plus de concentration. Voilà, tout ce qui pourrait laisser penser qu'il y a pu avoir un autre homme dans un cadre sexuel. Regardez pourquoi les hommes sont si obsédés avec la question du body count. Ça, c'est le mot anglais qui est très à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux, où les hommes s'obsèdent à l'idée de savoir combien de partenaires sexuels une femme a eu avant eux. C'est qu'ils aient raison ou non de se poser les questions, de s'obséder là-dessus, là n'est pas le problème en fait. Le problème est de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont obsédés par ça. Il y a un substrat biologique derrière. Il y a une obsession parce que les hommes, en moyenne, sont plus obsédés à l'idée de se faire tromper sexuellement et de se retrouver à devoir élever une progéniture qui n'est pas la sienne. Parce que d'un point de vue purement évolutionniste, ça n'a aucun sens. Évidemment, nous ne sommes pas que des machines à nous reproduire, je vous l'accorde, mais la reproduction, c'est quand même quelque chose qui est ancré profondément en nous, et c'est un point commun avec les mammifères. Donc, qui dit point commun avec les mammifères, dit que c'est une partie ancestrale du cerveau masculin. On ne passe pas par une case de raisonnement, de réflexion, autre. On va directement toucher des zones primaires, des zones les plus ancestrales du cerveau. C'est un peu comme si les hommes étaient beaucoup moins sensibles que les femmes, ils voyaient beaucoup moins de signaux, sauf le moindre signe qui pourrait laisser penser qu'il puisse y avoir une trahison sexuelle, qu'il puisse y avoir une tromperie. Et là, il n'y a pas besoin d'être dans le réel. Le simple fait d'activer son imagination pourrait le pousser à générer une image mentale très forte qui viendrait remplacer la première qu'il a de vous. Voilà, donc ça c'était sur les premiers comportements. Maintenant, il y en a un deuxième, qui est beaucoup plus sophistiqué, auquel vous ne pensez pas, sur lequel vous n'avez aucune idée de ce que je vais vous dire, et qui touche particulièrement les hommes évitants. Ce comportement, il n'a rien à voir avec la tromperie sexuelle, et pourtant, il peut plonger l'homme dans un profond détachement vis-à-vis de vous, instantané. Surtout chez un homme évitant,
comme on l'a vu. Et surtout chez un homme aussi qui recherche une femme partenaire. Je vais vous expliquer ça. Alors, vous pensez probablement au drama, à des formes de manipulation, à de la méchanceté, du mépris. Et effectivement, ces comportements-là peuvent pousser un homme à s'éloigner de vous, à se dire qu'il n'est pas avec une femme bien pour lui, à générer chez lui du ressentiment et tout ça, tout ça. Mais ça ne suffit pas pour créer vraiment cet effet électrochoc, comme on a vu précédemment avec la trahison sexuelle, qui vient vraiment immédiatement désactiver son attachement via la génération de cette nouvelle image qui remplace l'image par défaut valorisante qu'il avait de vous avant. Hein, ce forme de conditionnement pavlovien accéléré. Là, je vais vous en donner un autre qui peut avoir ce même type de mécanisme, qui peut reproduire ce genre de mécanisme, et quelque chose finalement de beaucoup plus intense, de beaucoup plus instantané que le simple fait d'être méchante avec lui ou de créer du drama. Et cette chose-là, mesdames, c'est de rôter devant lui. Non, je déconne, c'est pas ça. Non, ça c'est un faux problème, hein, je rigole. Souvent les filles, ça les traumatise de rôter devant un mec, mais c'est pas un problème. Non, c'est autre chose. On a parlé de la manipulation. Alors, le problème de la manipulation, finalement, la manipulation devient un problème que lorsqu'elle est visible, lorsqu'elle est identifiée. Tu peux me manipuler autant que tu veux, si je le vois pas, ça va rien changer. Ma vie sera très bien, peut-être même je serai encore plus heureux. Peut-être même qu'on pourrait manipuler quelqu'un pour qu'il soit encore plus heureux. Une femme pourrait, je sais pas moi, manipuler un homme lui faisant croire qu'elle jouit à chaque rapport, alors qu'en fait c'est pas vrai, par exemple. Une forme de manipulation peut-être pour le bien du couple, ça c'est un autre sujet. Le problème de la manipulation, c'est lorsqu'on s'en rend compte. Mais si je m'en rends jamais compte, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe alors s'il y a une manipulation, mais faite de manière idiote? Une manipulation, une tentative de trahison bête. Là, pour le coup, c'est quelque chose de gênant. Autant on peut être une femme qui a un comportement un peu bébête une fois avec un homme. On est un peu bébête, on n'a pas compris ce qu'il voulait dire quand il nous a parlé de son métier. C'est pas grave. Les hommes s'en foutent un petit peu, à vrai dire. Bon, on lui explique, il n'y a pas de souci. Une femme peut être manipulatrice, on l'a vu. Tant qu'on ne s'en rend pas compte, ça n'existe pas. Mais la combinaison des deux, là, il y a quelque chose. La combinaison des deux, ça génère quelque chose de particulier. Cette femme a tenté de me manipuler ou de me trahir, mais elle l'a fait de manière idiote. Double désillusion. Une désillusion morale et intellectuelle. Et alors là, l'estime que j'avais pour elle baisse immédiatement. Et ce sentiment que je vous décris, ce sentiment de baisse d'estime dans la tête d'un homme, c'est un petit peu le même que lorsque vous êtes en couple avec un mec et que vous découvrez qu'il a essayé de vous tromper, mais il s'est fait rejeter. Le mec cumule deux chefs d'accusation. Il essaie de vous tromper, ce qui est déjà terrible, et il se fait rejeter, quoi. Ce qui est humiliant. Et alors là, l'image que vous avez de lui, instantanément, elle descend. L'estime que vous aviez de lui disparaît instantanément. Vous le regardez en mode « Quoi ? C'est avec toi ? C'est de toi dont j'étais amoureux ?» Vous comprenez le truc que je vais vous décrire. Il y a vraiment ce côté où autant si vous avez trompé avec Jessica Alba, bon, vous lui en aurez voulu et vous l'auriez probablement quitté, mais au moins ça aurait été avec Jessica Alba, quoi. Au moins respect, quoi. Respect, mec. Bon, tu m'as fait un coup de... Tu m'as mis un coup de poignard dans l'eau, mais au moins tu l'as fait avec une femme assez stylée. Et alors là, tu t'es foiré, quoi. Tu t'es fait rejeter. Mais t'as rien, quoi. T'es pas ouf, en fait. Vous comprenez, il y a vraiment l'effet multiplicateur. Un comportement, c'est de la médiocrité, voilà. C'est la médiocrité. Et cette image médiocre, cette nouvelle image médiocre, elle bouffera à jamais n'importe quel souvenir positif, n'importe quelle image améliorative que vous avez de lui dans votre tête. C'est exactement ce qui se passe avec ce genre de comportement que je vous ai écrit là dans cette vidéo, qui provoque exactement la même chose chez l'homme. Une baisse d'estime qui finalement, le mot le plus adéquat, c'est vraiment médiocrité, quoi. Et pour comprendre ce que je m'apprête à vous dire, il faut que je vous raconte une histoire
qui va illustrer complètement ce que je vous décris là. J'ai un ami à moi qui vit une très belle relation avec sa copine, mais récemment, elle a tenté un truc complètement con. Elle commence un petit peu à travailler pour lui, vite fait, elle commençait à l'aider un petit peu dans sa société très rapidement. Voilà, elle faisait une petite, deux, trois petites tâches pour lui. Et elle lui a dit à un moment, elle lui a dit, écoute, comme on est amené à tout partager, on va bientôt se marier, probablement, et faire des enfants, une famille, je veux avoir 50% de ta boîte. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la boîte, elle l'a pas créée. La boîte, ça fait des années que mon pote l'a créée. Elle a rien fait dedans. Voilà, elle a rien fait. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que mon pote a eu face à lui non plus la femme partenaire qu'il avait l'habitude de voir, avec qui il coopère, mais une adversaire. Elle s'est positionnée elle-même comme une adversaire. Mais pire que ça, elle a fait de manière idiote. C'est pas malin, en fait, de dire donne-moi 50% de la boîte, de tenter une négo, un putsch comme ça, ça fait très manipulateur et c'est pas intelligent. Il me dit, j'avais l'impression de voir une enfant qui découvre la vie et qui commence à donner des ordres comme ça. C'est pas sérieux, en fait. Il me dit, elle a baissé dans mon estime. Elle a baissé. C'était bête ce qu'elle a fait. Il a tout à fait conscience qu'elle cherche à se protéger, que le mariage, c'est une manière pour elle de se protéger, faire 50-50 sur ces choses-là. Ça, il n'y a pas de souci, il le comprend. Les hommes savent très bien, les femmes, on a des intérêts différents en amour. C'est normal que chacun cherche à se protéger. Ce qui la déplu, c'est de le faire de manière bête. C'est de sortir de cette case de coopération, d'alliance, de rentrer dans une forme de confrontation. Et ce, de manière bête. C'est le cumul des deux qui fait qu'en fait, il y a cette nouvelle image qui a été générée dans sa tête. Quand il pense à elle, maintenant, ça... au moins temporairement, il y a une image qui commence à prendre de la place dans sa tête. Cette image d'elle, de ce comportement manipulateur et bête. Et qui vraiment joue un rôle dans l'estime qu'il a d'elle. Alors qu'il me dit, mais elle aurait très bien pu, si elle voulait vraiment ça, en fait, ça aurait été beaucoup plus malin qu'elle commence à travailler pour moi, qu'elle se rende indispensable. Et au bout d'un moment, le jour où elle devient indispensable, évidemment, cela va de soi qu'il y aurait eu une forme de rachat des parts de la société ou autre. Mais là, comme ça, c'est pas malin en fait. Et moi maintenant, quand je pense à elle, j'ai une image d'elle différente, une image d'elle un peu plus bête. Alors qu'elle n'est pas bête, mais ce comportement a une forme d'électrochoc dans sa tête. Et ça, mesdames, c'est important que vous le compreniez quand vous vous adressez à des hommes intelligents. Et particulièrement quand ils recherchent une femme partenaire. Si vous recherchez un homme partenaire, bien sûr. Pourquoi ? Parce que l'intelligence mène à la coopération. Les gens intelligents ne se bouffent pas, ou du moins ils ne se réunissent pas pour se bouffer les uns les autres. Ils coopèrent. Vous regardez les pays dans le monde où il y a le plus de richesse, ce sont des pays où ça coopère. Vous regardez les couples qui réussissent le mieux, il y a une forme de coopération. Vous regardez les industries où ça réussit le mieux, il y a une coopération. Vous regardez les minorités qui dominent le monde, ce sont des minorités organisées et qui coopèrent. Les gens qui se bouffent les uns les autres, c'est le bas du panier, c'est pas les gens qui dominent. Ceux qui dominent sont des gens intelligents qui coopèrent. Et l'intelligence mène toujours à la coopération. Prenez par exemple, l'intelligence peut être machiavélique. Attention, on peut avoir deux formes d'intelligence manipulatrice machiavélique, mais qui savent coopérer. Parce que aussi mauvais manipulateur soit une personne, aussi mauvaise soit-elle, ces personnes-là sauront que le meilleur moyen d'arriver à leur fin est de coopérer. La coopération, c'est la base de tout. Vous prenez par exemple, pour parler de machiavélisme, les grandes familles de l'industrie du tabac qui, dans les années 50, ont failli se faire défoncer par les scientifiques. À cette époque-là, ça commençait à sortir, que le poison était un tabac. Les scientifiques commençaient à parler et dire « Attention, c'est de la merde ». Qu'est-ce qu'ils ont fait, les industriels du tabac ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une réunion. Ils se sont réunis entre eux. C'est des concurrents. Ils se bouffaient des parts de marché entre eux. C'était des concurrents. Pourtant, à ce moment-là, sous l'égide du propagandiste John Hill et Edward Bernays, ils ont décidé de coopérer. Ils ont coopéré, ils se sont dit, les gars, on est dans la merde, on va arrêter de se faire la guerre comme les mafiosos,
on va faire bloc face à notre ennemi commun, le seul, le véritable, les scientifiques. Et ils ont réussi à faire taire les scientifiques à base de coups juridiques, d'avocats, et puis même, ils ont fait eux-mêmes leurs propres études, et de mensonges aussi. Ils sont tous mis d'accord pour mentir en bloc face à l'Amérique, en disant non, ce n'est pas un poison, non, la nicotine n'est pas addictive, nos cigarettes ne sont pas addictives, hein, parce que c'est pas la nicotine qui est addictive, c'est les produits qu'ils rajoutent dedans. Et ils ont menti en bloc, et ils se sont associés, ils ont coopéré. Et c'est pour ça, encore aujourd'hui, qu'on bouffe cette saloperie. C'est pour ça, encore aujourd'hui, que les jeunes se mettent à fumer. Parce qu'ils ont coopéré. L'intelligence. L'intelligence mène toujours à la coopération. Et donc, quand vous recherchez un homme intelligent, mesdames, particulièrement pour un partenariat à long terme, hein, pour les hommes, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, cool, parce qu'on est attaché, on est amoureux. Non, non, il y a un homme intelligent, il se met en partenariat avec une femme parce qu'il y a quelque chose de plus profond. Il y a cette forme de coopération. Il ne le fera pas avec une femme qui a tenté ce que je viens de vous décrire là, une forme de manipulation ou de méchanceté ou de trahison couplée d'un comportement qu'il considère comme étant idiot. Voilà. C'était une vidéo un peu particulière, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais dites-moi si vous avez des exemples d'ailleurs par rapport à ce que je viens de vous dire. Et si vous voulez aller plus loin pour justement trouver votre homme partenaire et le garder et le rendre amoureux pour qu'il se projette avec vous et ne pas faire ce genre d'erreur qu'on vient de voir, vous pouvez regarder le lien que je vous mets juste en dessous de cette vidéo. Et je vous envoie régulièrement mes meilleurs conseils par email pour vous apprendre à utiliser votre charme féminin pour rendre un homme amoureux. Et la communication aussi, c'est important. Je vous dis à très bientôt, bisous.